Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Doudou Coulibaly placé sous mandat de dépôt après son déferment chez le procureur de la République ce jeudi. Le journaliste sera jugé en flagrant délit la semaine prochaine. Sanctions américaines contre des magistrats de la Cour pénale internationale. Le Sénégal oppose une fin de non-recevoir et apporte son soutien au juge sénégalais Mame Ndiaye Niang et à ses collègues. Nous ferons meilleure connaissance avec le procureur adjoint de la CPI. Le fleuve Sénégal surveillé comme du lait sur le feu. Le niveau s'approche de jour en jour de la cote d'alerte à Bakel et Matam. Situation sous contrôle à Saint-Louis, mais les eaux de pluie ont expulsé plusieurs familles de leur maison. Malgré les nombreux appels à sa libération pour raison de santé, le journaliste Doudou Coulibaly a été placé sous mandat de dépôt suite à son déferment devant le procureur de la République ce jeudi. Convoqué hier à la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, Doudou Coulibaly a passé la nuit dernière en garde à vue, inculpé pour offense à un chef d'État étranger, offense à une personne exerçant toute ou partie des prérogatives du chef de l'État du Sénégal et injure. Il sera jugé lundi prochain en flagrant délit. Voici la réaction de son avocat, Maître Aboubakri Barro, joint par nos confrères de la radio Futur Média. Le procureur de la République qui vient de le placer sous mandat de dépôt et je précise qu'il sera jugé lundi 25 août, Inch'Allah. Alors le procureur a retenu deux chefs. Le premier c'est l'offense à un chef d'État étranger. Le second chef est l'offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État. Pourtant je précise encore qu'en phase d'enquête, le premier chef était celui d'offense à personne exerçant tout ou partie des prérogatives du chef de l'État, pour laquelle il a été entendu entre 10h et midi. Après coup, vers 16h, on l'a rappelé pour mettre à son appréciation une autre vidéo, soumettre à son appréciation une autre vidéo dans laquelle il soutient que le président turc, après les événements de 2016 tendant à renverser le régime de ce dernier, eh bien, 3000 citoyens ont été arrêtés, jugés et condamnés à vie. Et donc, à partir de là, l'image du président turc en a pris un coup, on l'a traité de dictateur. Ce qu'il a eu à dire. Et cela a été dit, a été reçu par les médias, par certains journaux, le Monde diplomatique, autres organes de presse, et même dans l'internet, vous pouvez vérifier cette information-là. Et donc, en tout état de cause, nous avons toujours soutenu que les éléments constitutifs pour ces infractions, toutes ces infractions ne sont pas avérées, et donc il n'y a pas lié à poursuivre. Mais fort heureusement quand même qu'il est passé sous mandat de dépôt pour l'audience du lundi, et on a bon espoir. Dans une toute autre affaire, le chauffeur qui a mortellement fauché un conducteur de moto Jakarta hier soir a été placé en garde à vue après avoir échappé à un lynchage certain s'il ne s'était réfugié dans les locaux d'une entreprise tout près du lieu de l'accident. À bord d'un autobus de marque Tata, il avait foncé sur le motocycliste suite à une altercation. Venons-en maintenant à la réaction du Sénégal aux sanctions infligées par les États-Unis à de hauts responsables de la Cour pénale internationale, dont un magistrat sénégalais. Le gouvernement n'a pas mis de gants pour rejeter les mesures annoncées par le département d'État américain au motif que les personnalités visées menaçaient les intérêts de l'Amérique et de l'État d'Israël. Le gouvernement sénégalais exprime son étonnement et invite les autorités états-uniennes à retirer ces sanctions qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice. Dakar apporte sa solidarité au juge sénégalais Mame Ndiaye Niang qui officie comme procureur adjoint à la CPI. Dissa Préra s'est intéressé à son parcours professionnel et nous dresse ici son portrait.
Dans le milieu de la justice internationale, Mame Mandiaye Niang n'est pas un inconnu. De Saint-Louis, où il a été procureur général de la cour d'appel, le magistrat est passé au tribunal international d'Arusha qui enquêtait sur le génocide du Rwanda. Après Arusha, il s'est retrouvé juge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Avec une longue expérience internationale au sein du système des Nations Unies, il a notamment été représentant régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'Afrique australe. Au Sénégal, où Mame Mandiaye Niang a été juge et procureur, il avait conduit les négociations gouvernementales avec plus de 10 pays sur l'extradition et l'entraide judiciaire. Auparavant, Niang a aussi été directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, mais également membre et rapporteur de la commission de révision des lois du Sénégal. Avec une maîtrise en droit privé et un diplôme de l'École nationale d'administration et de magistrature de Dakar, ce sont 34 années d'expérience au service de la justice nationale et internationale. Autre réaction, celle du Forum du justiciable qui exprime sa profonde stupéfaction et parle d'atteinte grave et manifeste de l'article 40 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui dispose, je cite, que les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. Le Forum du justiciable qui apporte son soutien au juge sénégalais Mame Mandiaye Niang ainsi qu'aux autres juges et procureurs adjoints. Et puis notez que dans la seconde partie de cette édition, nous recevrons l'avocat, maître Amadou Ali Kane, qui a assisté des témoins et autres personnes attraites devant la CPI. Nous évoquerons cette actualité et d'autres questions relatives à la justice. Le niveau du Sénégal ne cesse de monter au fur et à mesure de l'hivernage, centimètre par centimètre. Le cours d'eau s'approche de la cote d'alerte, notamment entre Kidira et Matam. Les premiers signes de fragilité commencent à apparaître dans des localités comme Dembakane, où les eaux ont coupé certaines pistes. La brèche qui avait été réalisée l'année dernière commence à prendre l'eau n'ayant pas été refaite. Explication dans ce reportage d'Ali Bandelnion. Le fleuve Sénégal a bien repris sa remontée depuis ce jeudi. À 8 heures, les côtes sont passées de 8,42 m à 8,63 m à Kidira, de 9,12 m à 9,22 m à Bakel et de 7,53 m à 7,64 m au niveau de la station de Matam. Une tendance haussière qui commence à se faire sentir avec le début du débordement des eaux dans plusieurs endroits de la vallée du fleuve Sénégal. Déjà, la piste reliant Dembankani au reste du pays est envahie par la crue. Malgré les sacs à terre déployés par le gouverneur de Matam, les populations ne sont toujours pas parvenues à rétablir le trafic. Le gouverneur qui explore une autre piste en envoyant une vedette pour tenter d'assurer provisoirement la traversée. Au même moment, les populations de Bokiladi, dans le département de Kanel aussi, commencent à être impactées par l'envahissement des champs de culture. Avec cette montée des eaux du fleuve, les périmètres rizicoles sont encore cette année fortement menacés. Sans aucune action entreprise depuis la catastrophe de l'année dernière, des milliers d'hectares sont très exposés aux eaux de crue qui envahissent toute la zone. Et aujourd'hui, c'est la situation dans la ville de Matam qui attire toutes les attentions. La brèche ouverte au niveau de la digue de Fortune n'ayant pas été refermée depuis l'année dernière commence déjà à prendre de l'eau. Et au rythme des mouvements de la crue, la capitale régionale reste encore plus exposée à partir de ces quartiers Gourel Defa ou Afia. Toujours sur le fleuve Sénégal, mais en amont du barrage de Diama, la station de Podor et la ville de Saint-Louis sont pour l'instant loin du seuil d'alerte. Mais dans la capitale du Nord, ce sont les eaux de pluie qui préoccupent les populations dans plusieurs quartiers. Il est tombé plus de 50 mm d'eau mercredi après-midi, ce qui a causé des inondations dans plusieurs quartiers. Les familles ont dû quitter leur maison dans les quartiers de Pikine-Guinaouraï et Darou. Les habitants sont très inquiets. Reportage Ousseynou Diop. Plusieurs quartiers de Saint-Louis sont dans les eaux. Le ciel a ouvert ses vannes pendant plus de 2 tours d'horloge dans la ville de Saint-Louis. À Darou, Guinaouraï et Pikine, la situation est infernale. Anataban appelle à l'aide.
Vous voyez, la maison est complètement inondée. Les talibés sont obligés de quitter la maison. Tout est inondé ici. L'État doit réagir dans l'urgence. Nous sommes désespérés. Les motopompes sont impuissantes pour régler le problème. Oumar Ndiaye prône d'autres solutions alternatives, plus modernes, pour régler définitivement la question des inondations dans la ville de Saint-Louis. C'est catastrophique. Et puis les pompes, chaque année, on pompe les eaux, mais malheureusement, ce n'est pas une solution durable. La solution durable, c'est d'assainir le quartier. Il y a des familles qui vont rester dehors. La nuit, certains n'ont pas dormi la nuit d'ailleurs, et d'autres même vont aller dans d'autres quartiers pour se loger. À Guinaw Rail, la situation devient de plus en plus difficile. Les impactés appellent le gouvernement à réagir dans les plus brefs délais. Nous voulons vraiment de l'aide. Il y a de l'eau partout dans la maison. On va quitter si la situation continue. Nos maisons sont inondées. On ne vit plus normalement à cause des inondations. Les populations sont inquiètes à cause des inondations. À Saint-Louis, le ciel menace d'ouvrir ses vannes. Une situation qui risque d'empirer si rien n'est fait. L'hivernage, c'est également la période idéale pour le reboisement. À Kolda, le secrétaire général sortant de l'Union nationale des exploitants forestiers invite les membres de l'organisation à planter le maximum d'arbres pour une pérennisation de l'exploitation forestière au profit des acteurs. Les professionnels du secteur qui envisagent d'instituer une journée de l'exploitant forestier pour le reboisement. Suivons à ce sujet le secrétaire général sortant de l'Union nationale des exploitants forestiers, Mamadou Salif Mbalo. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Nous avons su et compris que c'est une question fondamentale sur le problème environnemental. Et il est ancré dans la tête des exploitants forestiers que s'ils veulent continuer leur métier, ils ont tout intérêt à planter intensivement et sans arrêt. Maintenant, il y a le problème qui se pose. C'est un problème de moyens. Mais ce problème, en partie, il est réglé par le service constant des eaux et forêts. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la brigade des eaux et forêts de Dabo qui est venue avec un contingent important nous rendre ce service en emportant plans et hommes. Toutes les informations que nous avons reçues nous parlent de la journée importante que les exploitants forestiers ont décidé que partout où ils soient, dans toutes les régions du Sénégal, que ce soit dans les plantations personnelles, que ce soit dans les plantations collectives, nous avons décidé en tout cas de faire un mouvement d'ensemble au niveau national. Et nous envisagerons, aussitôt après les renouvellements de nos instances de base, de décréter la journée nationale des exploitants forestiers en ce qui concerne le reboisement. Il est important de reboiser. Il faudrait que les gens sachent aussi que ce n'est pas les exploitants forestiers qui sont les destructeurs numéro 1. Je désigne cela aux défricheurs des champs qui ne laissent aucune racine pour les besoins de labour, pour les besoins de culture. Restons dans la nature pour parler du service des eaux et forêts de Fatick qui vient de créer une pépinière de 20 000 plantes. Il s'agit d'espèces qui, pour la plupart, contribuent à la lutte contre la salinisation, un phénomène qui touche particulièrement la région de Fatick. Dans toute la région du même nom, les initiatives de reboisement sont soutenues par le service des eaux et forêts. Reportage Aminata Goudjabi, Abdou Karim Dem. La pépinière est aménagée au sein même du siège du service régional des eaux et forêts. En un temps record, plusieurs milliers d'arbres d'espèces différentes y ont été plantés. Lorsque nous sommes affectés ici, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de pépinière au niveau central. Ensemble avec mes agents, nous avons pu aménager cette petite portion qui fait à peu près un demi-hectare dans l'enceinte du secteur. Nous avons construit notre propre bassin d'eau qui peut contenir jusqu'à
5 000 à 6 000 litres. Nous avons également fait nos planches et nous avons commencé comme tout le monde. La première année, c'était difficile avec le sel, surtout au niveau des eaux, parce qu'ici à Fatick, c'est pas facile avec le sel. Les eaux sont salées, le sol également est salé. Mais nous essayons de remédier tout ça et c'est ce qui nous a valu ce résultat aujourd'hui. Dans notre pépinière actuellement, nous avons environ plus de 20 000 plants. Les espèces reboisées dans cette nouvelle pépinière ont été bien choisies. Beaucoup d'entre elles ont la vertu de freiner l'avancée de la salinisation des sols, un phénomène qui continue à gangréner la région. Vu que le sel a gagné presque la totalité des terres ici à Fatick, c'est pour cela que nous avons choisi des espèces adaptées au sel, telles que l'eucalyptus, telles que le niaouli, c'est-à-dire le melaneca, le codendron, et le prosopis. Ce sont ces principales espèces qui luttent efficacement contre le sel. Pour récupérer ces sols salés, il n'y a que ces espèces-là qui peuvent le faire. Sangaï, un village de la commune de Niakhar. Dans ce village, les habitants se sont distingués ces dernières années dans le reboisement avec l'accompagnement de la Caritas. Le département de Fatick compte aujourd'hui plusieurs pépinières et plus de 200 000 plantes poussent dans ces pépinières. Dans l'actualité religieuse, allons à Ndiassane où le Gamou sera célébré une semaine après Tivaouane. Cette année, Serigne Cheikh Bou Sid Mokhtar, le khalife général des Khadres, veut 0 accident sur les routes. Il met en garde aussi les pèlerins contre le folklore et le port d'habits indécents, des messages forts lancés à l'occasion du CRD spécial consacré aux préparatifs du Gamou. Reportage Cheikh Diop Seylatir. Du CRD consacré à la préparation du Gamou de Ndiassane, les autorités administratives et les chefs de services régionaux ont tous renouvelé leurs engagements pour le bon déroulement du Gamou. Nous sommes très confiants et si Dieu le veut bien, ce sera un Gamou très remarquable. Nous lançons un appel aux citoyens, aux pèlerins et surtout aux chauffeurs qui vont conduire de faire de la prudence. Et nous en appelons aux forces de défense et de sécurité pour gérer la circulation, de pratiquer la tolérance zéro par rapport aux actes d'incivisme et aux actes d'indiscipline. Parce que quand on transporte des vies humaines, il faut une certaine responsabilité. Le porte-parole a annoncé le message de Serigne Cheikh Bou Sid Mokhtar Kounta, le khalife général des Khadres, et les mesures fortes qui ont été prises. 0 accident de Serigne Bidignane, te dimbali len ko ci. 0 accident sur les routes, c'est ce que nous voulons. Je demande aux chauffeurs de rouler doucement et d'être très prudents. Le comité d'organisation du Gamou de Ndiassane met en garde les pèlerins contre le folklore et les comportements inappropriés. Le jour du Maulid est un jour de recueillement et de prière. Les fidèles doivent se conformer à ces directives. Comme chaque année, le Gamou de Ndiassane va accueillir des milliers de pèlerins. Les talibés khadres viendront de partout, même des pays de la sous-région, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. En mode sport, après la qualification des Lions du Sénégal en demi-finale de l'Afro-Basket, bien entamer la partie, défendre à fond sur les deux intérieurs maliens et mettre les arrières, Branco Badji et Jean-Jacques Boissy. Voici les clés du match pour le Sénégal face au Mali en demi-finale donc de l'Afro-Basket ce samedi. C'est du moins l'avis de l'entraîneur de basket au Maroc, Oumar Diouf, qui préconise aussi une alternance entre le jeu en transition et les isolations. Termes techniques. Suivons-le au micro de Cheikh Sadbou Diarra. Contre le Mali, d'abord ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir l'esprit de supériorité. Donc le Mali reste une très bonne équipe. On oublie le premier, donc on passe en match win or go home. Maintenant, il va falloir que dès l'entame du match, on essaye de vraiment se mettre à fond, donc essayer de scorer au maximum, de ne pas les laisser prendre le score au large, parce que ça va nous créer des problèmes après à courir derrière le score. Voilà, bien verrouiller la raquette comme le fait Badji. D'ailleurs, c'est le meilleur contreur de la compétition pour l'instant avec une moyenne de 4,5 contres par match. Deux lignes arrière, Branco et Boissy, franchement, ils sont chaud actuellement. Donc, on essaie de les mettre à l'aise
donc avec des pick and roll, pick and pop, et ils sont vraiment dans la situation, dans un style de jeu NBA. Bon, ça me rappelle un peu voilà, les Klay Thompson et Steph Curry, les Splash Brothers des Warriors à l'époque. Maintenant, voilà, ils sont en forme, il faut les servir, donc essayer de les mettre à l'aise, donc avec un jeu isolation. Je pense que côté offensif, voilà, ils vont essayer de faire l'affaire. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est plus la défense. Il faut qu'on essaye de bien défendre sur leur meilleur joueur, Diarra, qui actuellement est en forme. Donc, essayer de bien défendre sur lui. Ballo aussi, qui est un excellent joueur de post-up, et aussi Kanouté, éviter les pertes de balles. Et aussi, voilà, faire un jeu rapide en transition. En tout cas, Desagana a les cartes en main, il va falloir juste essayer de trouver la solution par rapport à la défense. Parce que si on arrive à faire une très bonne défense, bien entamer le match, donc essayer de faire un jeu rapide, servir nos grands à l'intérieur, et notre Duro Holiday, Moustapha Diop actuellement aussi, voilà, il fait du très bon travail parce que c'est lui qui s'occupe du meilleur joueur de notre équipe, surtout les zones arrière. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, que l'équipe sera en forme et puis ils vont garder une bonne cohésion. Fanta Sall, l'ex-député de l'APR qui nous a quittés hier, a été inhumée cet après-midi à Koungheul. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure par une foule immense. La parlementaire est décédée des suites d'une maladie qui l'avait éloignée du milieu politique. Nous avons également appris le décès hier du magistrat El Hadj Guissé, ancien juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans le système judiciaire sénégalais, le juge El Hadj Guissé a occupé d'importantes fonctions. Juge d'instruction à Dakar, président de section du tribunal. Il a travaillé également à la Cour d'appel et il était également directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces, entre autres. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Soir d'info, nous recevons Maître Amadou Ali Kane.